Ce soir, une nouvelle de dernière minute alors que nous prenons l'antenne. Une immense victoire pour le président Trump, ce projet de loi massif sur les dépenses et la réduction d'impôts franchit le dernier obstacle. De violentes tempêtes menacent actuellement le Nord-Est alors que des millions de personnes voyagent pour le 4 juillet. Et un juré du procès de Sean Diddy Combs prend la parole. D'abord ce soir, les républicains de la Chambre adoptent ce projet de loi majeur sur les dépenses. Votez oui au projet de loi. Adopté à une très courte majorité. Le président Trump s'est exprimé tard aujourd'hui, affirmant que ce projet de loi lui donne désormais plus de pouvoir que lors de son premier mandat. Le projet de loi inclut des coupes dans Medicaid, ce qui pourrait entraîner la perte de couverture santé pour environ 11,8 millions d'Américains. Même certains républicains s'inquiètent du coup, qui ajouterait des milliers de milliards à la dette nationale. Dans un discours historique, le leader démocrate Hakeem Jeffrey a fustigé la mesure pendant plus de 8 heures à la Chambre. Mary Bruce est en direct à la Maison-Blanche. De violentes tempêtes frappent le Nord-Est alors que nous commençons, avec des millions de personnes sur les routes et dans les airs en pleine affluence record pour les vacances. Autre développement ce soir, nous suivons un système tropical qui menace le Sud-Est et pourrait gâcher les projets de vacances. Notre équipe météo analyse tout cela en détail. Une explosion mortelle a rasé une maison dans le sud de la Californie. Des feux d'artifice sont suspectés, une personne a été tuée alors que les autorités recherchent les disparus après cette énorme explosion dans un entrepôt de feux d'artifice au nord de la Californie. Pour la première fois ce soir, un juré du procès de Sean Diddy Combs s'exprime. Ce qu'il dit avoir conduit au verdict et l'impact de la célébrité de Combs. Erin Katersky avec de nouvelles informations. Ce soir, l'appel à enjeux élevés entre le président Trump et Vladimir Poutine. Ce que nous apprenons alors que la guerre de la Russie contre l'Ukraine fait rage. De nouvelles images spectaculaires, le sauvetage audacieux sur le mont Washington après la chute d'un randonneur de 18 mètres. Une superstar du football tuée dans un accident de Lamborghini en flammes. Et nous rendons hommage à deux légendes du cinéma, l'une ayant joué dans certains des films les plus mémorables d'Hollywood. L'autre, vous vous en souviendrez grâce à Star Wars. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce jeudi soir. Je suis Whit Johnson, en remplacement de David. Nous commençons ce soir avec un moment décisif pour le président Trump. La Chambre a offert au président Trump la première grande victoire législative de son second mandat, en adoptant son projet de loi de dépenses massif, le cœur de son programme national. En fin de journée, le président Trump a célébré alors qu'il se rendait à un événement dans l'Iowa, après avoir fait pression sur les récalcitrants de son propre parti. Il essaie maintenant de vendre le projet de loi au peuple américain. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a frappé du marteau une fois les votes comptés. Il a travaillé jour et nuit pour rendre cette victoire possible. Seuls 2 républicains ont voté contre le projet de loi. Le paquet comprend d'importantes baisses d'impôts et des coupes dans Medicaid, ce qui pourrait entraîner la perte de couverture santé pour environ 11,8 millions d'Américains. On s'attend à ce que le projet de loi ajoute 3,4 billions de dollars à la dette nationale sur 10 ans. Le projet de loi n'a reçu aucun soutien des démocrates. Le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffrey, est monté à la tribune pour ce qu'on appelle la minute magique. Il a fini par parler pendant plus de 8h30, battant un record moderne. Le président Trump affirme que le projet de loi sera vraiment formidable pour le peuple américain et déclare qu'il a plus de pouvoir maintenant qu'il n'en avait lors de son premier mandat. Mary Bruce, correspondante en chef à la Maison-Blanche pour ABC, ouvre notre reportage. Ce soir, un président Trump triomphant célèbre sa grande victoire législative. Ça va transformer ce pays en fusée. Ça va vraiment être génial. Après une bataille acharnée, le projet de loi au cœur de l'agenda de Trump a été adopté de justesse à la Chambre, sous les acclamations de USA. Pour ce vote, il y a 218 voix pour et 214 contre. La motion est adoptée. Trump suivait de près depuis la Maison-Blanche, mais cela n'a pas été facile. Le président et le président de la Chambre ont dû faire pression et convaincre les membres de leur propre parti jusque tard dans la nuit. Les républicains conservateurs les plus durs comme les modérés étaient en colère, car le projet de loi pourrait ajouter 3,4 billions de dollars à la dette au cours de la prochaine décennie, et ils s'inquiétaient que les coupes dans Medicaid puissent forcer environ 11,8 millions de personnes à perdre leur assurance, des chiffres contestés par la Maison-Blanche. Ce n'était pas assez bien pour que je vote pour. Thomas Massie des Kentucky et Brian Fitzpatrick, d'une circonscription de Pennsylvanie remportée par Kamala Harris, ont été les 2 seuls républicains à voter contre.
Le président a personnellement passé des coups de fil et fait du logging auprès des autres récalcitrants, allant même jusqu'à distribuer des objets promotionnels Trump et à signer des autographes pour certains d'entre eux. Oui, il a signé plein de trucs. C'est cool. Pour les rallier à sa cause, le président a donné des garanties et proféré des menaces, promettant de présenter un candidat contre quiconque se mettrait en travers de sa route. R.J. O'Brien a demandé ce qui les avait convaincus. Parce qu'on a obtenu un compromis qui, je pense, aurait donné un meilleur résultat que ce qu'on aurait eu si on avait renvoyé ce projet de loi. Mais est-ce que ça, CCB? Donc, dernier CCB. Eh bien, si dernier CCB, alors j'imagine qu'on a CB. Le projet de loi comprend environ 4 000 milliards de dollars de réduction d'impôts, principalement pour les Américains les plus riches, ainsi que de nouvelles dépenses pour le renforcement de l'immigration. Il tient également la promesse de campagne de Trump d'éliminer les taxes sur les pourboires et les heures supplémentaires. Il sabre les initiatives d'énergie propre de l'ère Biden. Et pour financer tout cela, le projet de loi prévoit des coupes dans Medicaid et réduit l'aide alimentaire pour les Américains les plus pauvres. Les démocrates se sont unis contre ce texte. Et j'ai bien l'intention de prendre tout mon temps. Le chef de file démocrate Hakeem Jeffrey a fustigé le projet de loi à la Chambre pendant un record de 8h44 minutes. Honte à cette institution si ce projet de loi est adopté. Ce n'est pas l'Amérique. Nous valons mieux que ça. Le président est dans l'Iowa ce soir pour vanter sa victoire et la vendre au peuple américain. Et ce soir, me voici, d'accord? Promesse tenue. Le président prévoit désormais de signer ce projet de loi ici à la Maison-Blanche demain après-midi, respectant ainsi sa propre date limite du 4 juillet. Cet événement réunira des membres du Congrès et des dirigeants du parti et comprendra un survol par un bombardier B-2, le même avion utilisé lors de la récente frappe américaine contre l'Iran. Brun. Marie Beauce à la Maison-Blanche pour nous, merci. Passons maintenant à ces violentes tempêtes qui traversent le nord-est à 7 heures, avec des millions de personnes voyageant pour le long week-end du 4 juillet. De fortes pluies, des vents violents, de la grosse grêle et des éclairs de New York à Boston. Des millions de passagers prennent l'avion aujourd'hui, les tempêtes menaçant de retarder ou d'annuler des vols dans les principaux aéroports. Plus de 72 millions de personnes devraient prendre la route ou l'avion pendant les vacances. Voici Morgane Norwood d'ABC. Ce soir, de violentes tempêtes menacent de perturber les voyages de vacances pour les millions de personnes qui font la course de dernière minute pour le 4 juillet. Des sirènes de tornades retentissent près d'Ithaca, dans l'État de New York. Des interdictions temporaires de décollage ont été émises dans plusieurs aéroports du Nord-Est. Les rafales de vent destructrices sont la principale source d'inquiétude. La foudre fréquente reste toujours une source d'inquiétude. La FAA annonce qu'aujourd'hui sera leur journée la plus chargée, avec plus de 51 000 vols prévus au décollage. Notre journaliste Stéphanie Ramos a retrouvé Juliane et Amanda, qui ont pris de l'avance à l'aéroport de Newark, en route pour Key West. On était un peu stressés à cause du retard des vols United à Newark à cause des contrôleurs aériens, mais on dirait que tout s'est arrangé. Les routes autour de New York se sont transformées en parking aujourd'hui, grâce au prix de l'essence, désormais 37 cents le gallon moins cher que l'an dernier, selon GasBuddy. Prévoyez 1 heure ou 2 d'avance, parce qu'il y a des embouteillages et ça ne va pas s'arranger. Et 8, maintenant que la ruée pour partir est terminée, c'est là que les vrais bouchons commencent. Dimanche et lundi seront les pires jours pour les automobilistes. Parallèlement, la TSA s'attend également à sa journée la plus chargée dimanche, avec près de 3 millions de passagers qui passeront en coup devant les points de contrôle de sécurité. 8. Très bien, on va s'y préparer. Merci Morgane. Passons tout de suite à Jeff Smith, notre météorologue de la station new-yorkaise WAP. Et Jeff, ces orages, ils commencent à éclater en ce moment. Oui, et ces orages arrivent sur le corridor de LI, 95 à un moment vraiment mal choisi, en pleine heure de pointe du jeudi soir, la ruée des vacances, peu importe. Et on parle d'orages capables de produire des vents allant jusqu'à 130 km/h, et dans certains cas, de grosses grêlons. Le centre du New Jersey, la région de New York, ainsi que certaines parties du Connecticut et du Rhode Island sont concernées. Cette alerte est en vigueur jusqu'à 22 h. Heureusement, tout cela va se dissiper à temps pour la fête du 4 juillet dans le nord-est. En revanche, la situation ne va pas s'améliorer sur la côte sud-est, et particulièrement en Floride. Le Centre national des ouragans signale une probabilité de 60% de développement tropical au large des côtes de la Floride dans les prochains jours. Même si aucun phénomène tropical ne se forme, il y aura tout de même des averses et des orages par intermittence. Ailleurs dans le pays, sur la côte est et la côte ouest, à l'exception de la Floride pour la côte est, et sur la côte ouest, le temps s'annonce agréable, avec beaucoup de soleil. La chaleur s'installe dans le Midwest, de Minneapolis à Chicago, avec respectivement 92 et 93 degrés. Peut-être quelques orages du Montana jusqu'au Texas. Et 8, encore une fois, ici dans le nord-est, avec la dissipation des orages, les conditions devraient être idéales pour admirer les feux d'artifice demain soir en ville.
C'est une bonne nouvelle. Jeff Smith, merci. Ce soir, les pompiers interviennent sur une série d'explosions massives de feux d'artifice à travers les États-Unis, de la Californie au Nouveau-Mexique en passant par le Massachusetts. Une personne pourrait être tuée dans l'explosion d'une maison. 7 personnes sont toujours portées disparues suite à l'explosion d'un entrepôt. Voici Trevor d'ABC. Ce soir, les autorités affirment que des feux d'artifice ont provoqué cette explosion mortelle dans une maison du sud de la Californie. Les pompiers travaillent toujours pour éteindre l'incendie. L'explosion se serait produite dans le garage de cette maison de Simi Valley. Au moins une personne a été tuée. Cela survient alors qu'une nouvelle vidéo montre le moment où un entrepôt de feux d'artifice a explosé mardi, secouant une petite ville rurale près de Sacramento. Ces personnes sont toujours portées disparues. Sienna Ruiz raconte que son petit ami, Jésus, ainsi que ses 2 frères, travaillaient tous à l'intérieur à ce moment-là. L'un de ses frères, Junior Melandé, père d'un jeune enfant, que l'on voit ici. Ruiz précise que c'était le premier jour de travail de son petit ami. Je prie juste Dieu, d'une façon ou d'une autre, pour qu'ils aillent bien. Le couple attend également leur premier enfant. Les enquêteurs utilisent des drones pour inspecter les décombres à distance. Nous ne pouvons absolument pas avancer et risquer de blesser quelqu'un d'autre sur cette scène, absolument pas. Il y a eu plusieurs autres incidents liés au feu d'artifice avant le 4 juillet. Une vidéo du Cap Cod montre le moment où un feu d'artifice a explosé prématurément dans un country club, blessant 4 personnes. Les autorités affirment que des feux d'artifice ont provoqué cette explosion dans une maison en feu à Albuquerque, laissant 2 personnes brûlées. Et, 8, nous avons reçu une déclaration de la société concernant l'explosion de l'entrepôt de feux d'artifice. Ils disent « Nos cœurs et nos pensées vont à ceux que nous avons perdus et ils coopèrent à l'enquête. » Trevor Alt, merci. Et à la veille du 4 juillet, les autorités sont en état d'alerte maximale, le FBI mettant en garde contre le risque d'attaque terroriste de loups solitaires aux États-Unis. Voici notre correspondant en chef pour la justice, Pierre Thomas. Ce soir, la police du pays est en état d'alerte maximale, renforçant la sécurité dans les airs, dans les rues et sur les voies navigables, alors que le FBI et la sécurité intérieure mettent en garde contre le risque d'attaque de loups solitaires le jour de l'indépendance. Nous continuons d'opérer dans un environnement de menace élevée en raison des tensions à l'étranger et à travers le pays. De nouveaux bulletins révèlent que les autorités craignent que des assaillants isolés ne commettent des fusillades de masse ou n'utilisent des voitures, voire des drones, comme armes. Les menaces posées par les drones armés sont réelles et en augmentation. Les autorités réagissent à un rythme impressionnant d'attaques très médiatisées ces derniers mois. Soyez vigilants, mais hypervigilants, si vous préférez. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Bien qu'aucun complot précis n'ait été identifié, 8, les autorités ne prennent tout simplement aucun risque. Merci, Pierre Thomas. Passons maintenant au premier juré qui s'exprime après ce verdict partagé dans le procès de Sean Diddy Combs. Combs a été déclaré non coupable de complot de racket et de trafic sexuel, le jury l'ayant condamné pour 2 chefs d'accusation moins graves. Un jury a révélé ce qui se cachait derrière leur décision, affirmant que cela n'avait rien à voir avec Combs ou sa célébrité. Voici Erin Katurski, correspondante en chef aux enquêtes pour ABC. Ce soir, pour la première fois depuis le verdict partagé rendu lors du procès de Sean Combs, l'un des jurés s'exprime et déclare à ABC News que la célébrité de Combs n'a eu aucune influence sur le résultat. Notre décision s'est basée uniquement sur les preuves présentées et sur la façon dont la loi est formulée, a déclaré le juré, qui a demandé à rester anonyme. Nous aurions traité n'importe quel accusé de la même manière, peu importe qui il est. Le jury a reconnu Combs coupable de 2 chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution. Ces chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison, même s'il recevra probablement une peine moins lourde. Le jury l'a déclaré non coupable des accusations les plus graves de complot en vue de racket et de trafic sexuel. Une chose nous sépare tous de la prison, un jury composé de 12 citoyens, et nous a rendu un jury formidable. Ils ont écouté chaque mot et ils ont bien compris la situation, ou en tout cas suffisamment bien. Combs reste ici, dans cette prison de Brooklyn, après qu'un juge a refusé sa demande de libération sous caution, invoquant une propension à la violence et affirmant que Combs représente un danger pour la communauté. Les avocats de Combs vont tenter de convaincre le juge, lors d'une audience la semaine prochaine, 8, d'avancer la date de sa condamnation, initialement prévue en octobre. Ils espèrent le faire sortir de prison le plus rapidement possible. 8. Harold Katurski, merci. Ce soir,
L'administration Trump envoie maintenant 200 marines en Floride pour aider les agents fédéraux de l'immigration sur place. Le Pentagone indique que cela fait partie du plan visant à déployer 700 soldats en Floride, en Louisiane et au Texas. Environ 100 membres de la Garde nationale ont déjà été affectés au nouveau centre de détention ouvert en Floride, que les responsables surnomment l'Alcatraz des alligators. Des agents de lycée ont également arrêté un boxeur mexicain bien connu, Julio César Chavez Jr. pour avoir prétendument séjourné illégalement aux États-Unis. Le département de la sécurité intérieure affirme qu'il a des liens avec un cartel de la drogue mexicain et qu'il sera expulsé. Cela survient seulement quelques jours après son combat contre Jake Paul. Passons maintenant à cet appel à enjeux élevés entre le président Trump et Vladimir Poutine. Le dirigeant russe a rejeté un cessez-le-feu en Ukraine. Le président Trump doit s'entretenir avec le président Zelensky demain. Tout cela survient après que l'administration Trump a suspendu les livraisons de certaines armes clés à l'Ukraine, y compris des systèmes de défense aérienne essentiels. Voici Tom Sufiburich d'ABC. Ce soir, une vidéo spectaculaire circule en ligne montrant une nouvelle attaque meurtrière de la Russie contre l'Ukraine. 2 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées à Poltava. Cela survient alors que le président Trump et Vladimir Poutine ont eu aujourd'hui un appel crucial. Poutine campant sur ses positions et déclarant à Trump, selon le Kremlin, que la Russie ne renoncera pas à ses objectifs de guerre, ce qui laisse entendre que les forces russes pourraient intensifier leur offensive cet été. En fin de journée, le président Trump a réagi. Je n'ai fait aucun progrès avec lui aujourd'hui, pas du tout. Plus de 3 ans après l'invasion de la Russie, les tentatives répétées de Trump pour négocier un cessez-le-feu n'ont jusqu'à présent pas permis de mettre fin au conflit. À un moment aussi critique de la guerre, la Russie se réjouit d'apprendre que les États-Unis ont suspendu l'envoi de certaines armes essentielles à l'Ukraine. Des responsables américains qualifient cette décision de partie d'une révision plus large des livraisons de munitions à tous les alliés des États-Unis. Nous ne pouvons pas fournir des armes à tout le monde partout dans le monde. Nous devons veiller aux intérêts de l'Amérique. Et, 8, on s'attend à ce que ces armes américaines soient abordées lorsque le président Trump s'entretiendra demain avec le président ukrainien Zelensky. 8. Tom Sufiburich, merci à vous ce soir. De retour ici aux États-Unis, de bons résultats pour l'économie américaine. Les États-Unis ont créé plus de 147 000 emplois le mois dernier, mieux que prévu. Le taux de chômage a légèrement baissé à 4,1%, ce qui rend moins probable une baisse des taux d'intérêt par la Fed plus tard ce mois-ci. Le rapport sur l'emploi a également donné un solide coup de pouce au marché boursier. Le Dow a gagné 344 points, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 sont atteints des records pour la 3e fois cette semaine. À notre retour, une grande star du football décède dans un accident spectaculaire. Hommage à une légende du cinéma qui a joué dans certains des films les plus emblématiques de ces dernières années. Et juste après, le sauvetage spectaculaire sur le mont Washington. La garde nationale du New Hampshire a évacué par hélicoptère un alpiniste blessé après une chute de 18 mètres. Ce soir, le pilote d'un avion de parachutisme qui s'est écrasé dans le New Jersey est salué pour avoir réussi à poser l'appareil et à sauver des vies après un problème de moteur. L'avion s'est écrasé dans une zone boisée, faisant au moins 14 blessés, dont certains dans un état critique. Plusieurs victimes étaient couvertes de carburant. Elles ont dû être décontaminées sur place. Le NTSB enquête désormais. Et ce soir, un sauvetage audacieux sur le mont Washington, dans le New Hampshire. Un hélicoptère de la Garde nationale a rejoint un drapeur qui avait fait une chute de 18 mètres, souffrant de blessures apparemment graves. Un membre de l'équipe de la Garde a aidé à embarquer la victime. L'homme a été transporté à l'hôpital pour y être soigné. Quand nous reviendrons, les dernières informations sur la superstar du football tuée dans un accident tragique et un hommage à un acteur des premiers films Star Wars. Passons maintenant à l'index. Des fans du monde entier pleurent la mort de la star portugaise du football Diogo Jota. Le joueur de 28 ans, qui évoluait à Liverpool, est décédé avec son frère dans un accident de voiture en Espagne cette nuit. La police indique que sa Lamborghini a quitté la route et a pris feu. Et l'acteur britannique Kenneth Colley, surtout connu pour son rôle dans les premiers films Star Wars, est décédé. Son agent indique qu'il est mort d'une pneumonie après avoir contracté le Covid. Colley incarnait l'officier impérial responsable de l'étoile de la mort. Sa carrière s'est étendue sur 60 ans, entre théâtre, cinéma et télévision. Kenneth Colley avait 87 ans. À notre retour, nous reviendrons sur la carrière de l'acteur légendaire Michael Madsen. Enfin ce soir, de Réservoir Dogs à Thelma et Louise, Michael Madsen a su maîtriser tous les rôles qu'il a interprétés. Il était un acteur prolifique,
connu pour incarner des personnages menaçants dans les films les plus populaires de Quentin Tarantino. Et qu'est-ce qui se passe? Tu entends ça? Michael Madsen, dans le rôle du cruel criminel Mr. Blonde dans le premier film de Tarantino en 1992, Reservoir Dogs. Les deux se sont souvent croisés à Hollywood, apparaissant ensemble dans les films Kill Bill. Cette femme mérite sa vengeance. Et dans Les 8 salopards. Tu écris l'histoire de ta vie. Tu peux parier là-dessus. Sa carrière d'acteur, qui s'est étendue sur plusieurs décennies, comprenait des rôles dans plus de 300 films. Tous les missiles sont activés. Mais il n'a pas toujours joué les durs. Tu es amoureux de quelqu'un d'autre? Dans Thelma et Louise, il incarnait Jimmy, l'amoureux de Louise. Je ne dirai rien à personne et je ne dirai même pas que je t'ai vu la frapper. Madsen est né à Chicago. Au fil des années, il a lutté contre l'alcool et la dépendance. En plus d'être acteur, il était aussi un poète publié. En 2020, après avoir reçu une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, Madsen est revenu sur sa carrière. Il y a de très nombreuses années, je suis venu en Californie. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'aurais pu être maçon, j'aurais pu être architecte, j'aurais pu être éboueur, j'aurais pu n'être rien du tout, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance en tant qu'acteur. Le manager de Madsen a déclaré qu'il est décédé subitement aujourd'hui après avoir été retrouvé inconscient dans sa maison de Malibu. Michael Madsen avait 67 ans. Et sa sœur, l'actrice Virginia Madsen, l'a décrit comme de la malice enveloppée de tendresse. Merci de nous avoir regardés ce soir. Bonne nuit. Merci de faire de World News Tonight with David Muir le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.